Le questionnement de remettre en question de façon spéculative le monde académique pour le changement, c'est quelque chose qui intéresse et qui attire tout le monde. Ce n'est pas un hasard, par exemple, que même la dernière biennale, dont vous avez bien évidemment entendu parler, à Istanbul en ce moment, pratiquement s'appelle A School of School, une école d'école. Donc nous vivons dans un monde façonné par les designers, donc un monde rempli des produits, des systèmes, des services et même des structures politiques et juridiques conçues à des fins très particulières. Dont nous essayons de fournir des cas précis en tant que professeurs pour agir justement sur ce monde. Aujourd'hui, en fait, les rapides changements sociaux, environnementaux, géopolitiques, économiques nous font comprendre que l'urgence, on l'a déjà beaucoup entendu aujourd'hui, je ne dis pas des nouveautés, mais j'essaie de résumer, de faire un wrap-up aussi de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, et de l'importance vitale d'agir pour et avec le monde. Et de poser des questions dans un objectif de forger, comme beaucoup d'entre vous ont déjà dit, une nouvelle écologie des pratiques. Comme disait Hannah Arendt, qui est beaucoup aimée par ma copine Virginia ici à côté, il faut se libérer de la passivité consumériste et des contraintes sociales par la reconquête de l'espace public en risquant le festival de la vie. Et ce n'est pas le festival de la vie, c'est qu'on vient juste de voir à l'instant avec John, où j'ai eu la chance aussi de participer et de faire l'expérience de ces changements, je pense, de perception dans un espace public, dans la construction d'un espace public vraiment unique. Donc nous, on est en train d'essayer de construire ces espaces spontanés, comme Cyril Hanapé appelait, des espaces spontanés qui valorisent l'intelligence, des intelligences perdues. J'ai beaucoup aimé ce mot intelligence perdue cité par Cyril Hanapé. La conception et l'enseignement doivent, à mon sens, toujours se traduire en une activité productive qui engendre une action positive sur le monde. Comme théorisait Ivan Illich, bien évidemment, un de mon grand idole, si on peut encore parler d'idole, dans la nécessité de déscolariser la société l'année de sa naissance. Donc ici, je viens parler d'éducation en parlant de la déscolarisation de la société. Je cite, « Pour éviter que l'on procède... » Et je passe des choses que je vous... avant de citer, je vous passe des choses et des citations que je trouve aussi importantes, que je n'aurai pas le temps de traiter par rapport à mon discours, mais que je vous invite aussi à noter si vous avez envie et à les regarder. Donc, je reprends la citation de Illich qui disait « Pour éviter que l'on procède à de nouvelles manipulations, au nom de l'éducation, il faut exiger la reconnaissance du fait que le savoir n'est pas un produit, mais un élément concret, irréplaçable et surprenant de la vie de l'homme. Le savoir est la compréhension par l'homme du contexte dans lequel il se situe avec l'information qui lui est fournie. La prise de conscience de la signification de ces contextes, que ces contextes a pour lui, c'est la sagesse qui établit un lien entre lui et sa communauté. C'est le résultat d'un développement personnel autonome. » Quelques années plus tard, toujours Ivan Illich ajoutait en 1973, dans ses outils de convivialité, que les gens n'ont pas seulement besoin d'obtenir les choses, ils ont surtout le besoin et la liberté de faire les choses, parmi lesquelles ils peuvent vivre, leur donner forme, selon leur propre goût, et les mettre en œuvre pour prendre soin des autres et pour les aimer. La question la plus cruciale à laquelle, à mon sens, les écoles doivent faire face dans les années à venir est celle d'être capable d'offrir aux futurs designers la capacité de comprendre la complexité de la société dans laquelle on vit. Et tous les exemples qu'on a vus aujourd'hui sont des essais de compréhension de cette capacité, des questionnements, des tentatives. Mais pour faire ça, il faut qu'on est capable de créer justement les bons outils, dont a parlé aussi Paolo Cascone, en créant les bons outils et les objets qui permettront à chacun de vivre demain dans ce qu'on espère être un meilleur monde durable.
Les élèves devront développer un éventail diversifié des compétences transversales. Alors, on parle toujours de cette transversalité, mais ce n'est pas une banalité. Tout ce qu'on a vu est transversal. Je me répète, mais il faut à nouveau qu'on arrive à la réintroduire. Qu'ils pourront appliquer dans des contextes très différents. Et les étudiants, on le sait, sont naturellement désireux de coopérer, d'interagir les uns avec les autres, d'enrichir leurs connaissances avec d'autres disciplines et d'adopter naturellement une approche plus holistique de notre société. Ils sont beaucoup mieux que nous dans ça. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Cette fertilisation croisée, donc des disciplines, si fondamentale pour les étudiants multiculturels d'aujourd'hui et de demain, n'est rien de nouveau sur Terre. Déjà en 1919, dans le programme du Staatliche Bauhaus de Weimar, Walter Gropius disait « Ensemble, désirons, concevons et créons la nouvelle structure de l'avenir qui embrassera l'architecture, la sculpture et la peinture dans son unité. » Bon, aujourd'hui, la question est un peu différente, mais il y a toujours la question de la transversalité. Près de 100 ans après le Bauhaus, il est temps d'analyser ce qui s'est réellement fait dans les écoles de design à travers le monde le siècle dernier et peut-être de transformer cette transversalité en horizontalité dont nous a parlé très bien Anya Sirota dans un monde qui a trop souvent pensé en termes de hiérarchisation de la pensée et où la conception, la fabrication et la distribution ont été largement dominées par des principes de design productivistes et des logiques consuméristes verticales. Aujourd'hui, notre devoir d'éducateur est celui d'accompagner les élèves à devenir des observateurs attentifs, des facilitateurs consciencieux et des traducteurs scrupuleux de cette intelligence du contexte. Mais avant d'agir sur avec le monde, comme disait Guy Debord, il faut le comprendre et le vivre. La redéfinition actuelle du bon design doit toujours faire partie d'une action sur notre environnement et implique une certaine recherche d'empathie. L'objet durable de demain, peut-être c'est le wabi-sabi, dont Francesca Ostuzzi nous en parlait, doit être capable d'être vecteur d'innovation sociale et le sujet d'une nouvelle économie universelle qui met l'accent sur le lien, l'échange, le partage des expériences et une plus grande conscience des ressources naturelles environnantes. La co-création est bien évidemment, et j'en suis vraiment convaincue parce que je la pratique, est une des meilleures recettes pour obtenir cet objet durable dont l'un des pouvoirs magiques, c'est sa capacité à mettre naturellement en valeur, entre autres, le potentiel encore méconnu des biens communs culturels, par leur beauté, peut-être, imperfecte, ouverte ou spontanée, comme a été cité par mes précédentes. Dans les économies de... Alors là... OK. Dans les économies des partages de demain, les nouvelles pédagogies doivent être créées, des pédagogies capables de transformer les récits secondaires en faits. La construction d'un avenir commun, décolonialisé et conscient des liens cachés entre les choses vivantes et non vivantes. Cette nouvelle pédagogie des conceptions créolisées facilitera le transfert des connaissances, facilitera la création de nouvelles valeurs et de nouveaux concepts partagés et par conséquent créera de nouvelles formes de création et de co-création dans un avenir durable que j'espère plus convivial. Cette approche transfrontalière prônée par d'autres, par les philosophes, par exemple, du mouvement matérialiste, comme Timothy Morton, que j'ai eu le plaisir d'inviter à l'ENSAD en 2016, considère une relation plus respectueuse et joyeuse avec le monde matériel. Car nous rendons en compte que ça fait partie intégrante du monde des choses. Et comme le disait autrement Donna Haraway, notre environnement, c'est nous. Mais pour bien comprendre ce monde, les jeunes designers doivent pouvoir se poser les bonnes questions et réfléchir, par exemple, sur l'avenir des interactions humaines, sur l'impact de la technologie sur les relations sociales futures, sur le fait que demain, les technologies numériques modifieront le langage entre les politiques publiques et les citoyens. Et cela façonnera autrement les villes et les territoires de demain, sur le rôle des sciences dans l'avenir et des matériaux écologiques et locaux, sur l'avenir de la production, etc. Les questions sont
innombrables. La capacité de se projeter dans ces scénarios spéculatifs leur permettra de sortir des sentiers battus pour créer et co-créer des objets, des outils, des conceptions capables d'améliorer la qualité de vie de demain dans des contextes de développement local, des territoires, des planifications, des communautés nouvelles, d'emploi des jeunes et des soins aux personnes âgées, mais aussi l'appropriation de la part de la société civile, d'innovations technologiques et sociales par remise en question identitaire des devises, des symboles, des monuments et des bâtiments publics, par exemple. Je vous montre plein d'exemples des projets que j'ai fait avec mes étudiants, dans lesquels les mots que je suis en train de vous dire et de vous lire, parce que c'est tellement beaucoup ce qui a été demandé, je pense. J'espère que ça donnera du sens et je suis là, bien évidemment, pour vous rencontrer et vous les montrer de façon plus détaillée. Je voudrais aussi vous montrer aussi des écoles qui existent, des écoles alternatives qui n'ont pas encore été citées, qu'on n'a pas eu la chance de vous présenter, mais et qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir inviter dans le concours, mais ça va être pour les prochaines éditions, n'est-ce pas? Peut-être à Istanbul. Par exemple, la Silent University, avec qui j'ai la chance aussi de travailler dans le cadre d'un projet européen que je suis en train de diriger, dont je peux vous en parler par la suite. Donc, par exemple, la Silent University, qui a vu le jour en 2012 à Londres, à la Tate Modern, est une plateforme d'échange de connaissances fondée sur la solidarité entre réfugiés, demandeurs d'asile, migrants et un groupe d'académiciens, consultants et chercheurs. Elle a pour le but d'aborder et de réactiver des connaissances des participants et les rendre actifs au processus d'échange mutuel bénéfique pour la remise en question de l'idée du silence en tant qu'état passif, explorer son puissant potentiel à travers la performance, l'écriture et la réflexion collective. C'est un peu, je ne dis pas le contraire de ce que John vient de proposer, eux, ils font l'expérience collective du silence. Comme dirait Hannah Arendt, les participants de la Silent University deviennent des participants actifs à l'interrogation, à la négociation du monde. Donc, comme je vous ai dit, je travaille avec eux dans le cadre de ces projets européens dont je vous invite d'aller regarder sur notre site internet qui s'appelle 4C, du conflit à la convivialité par la culture à la créativité. Que je fais en ce moment, enfin, c'est la première année sur 4 ans d'études en fait, qu'on va faire à l'INSAD en tant qu'enseignant-chercheur, dans l'objectif de relever le savoir-faire et l'expertise exceptionnelle et parfois oubliée des migrants par une méthodologie de co-design. Un autre exemple que j'apprécie beaucoup, ça c'est quelques exemples de photos de la première action du workshop qu'on a mis en place l'année dernière qui s'appelait « Cultiver la convivialité ». Je ne peux pas rentrer malheureusement dans les détails de toutes ces belles choses, mais en privé avec plaisir. Un autre exemple est le Schumacher College, par exemple, qui a vu le jour en 1990 lors de la deuxième crise pétrolière en Angleterre, dans le South Devon, une communauté d'apprentissage international basée sur des formes progressistes d'éducation, d'art et d'agriculture, structurée en programme de 3e cycle, cours de courte durée ou formations professionnelles mettant l'accent sur l'apprentissage interactif, expérientiel et participatif en mélangeant des compétences pratiques à la réflexion stratégique nécessaire pour faire face aux défis écologiques, économiques et sociaux du XXIe siècle. Là, c'est un des participants qui a d'ailleurs fait le Schumacher College, qui est Alistair Fuad-Luc, que j'avais invité il y a quelques années à l'école, et Oron Katz aussi, que j'ai eu la chance de pouvoir inviter. L'Université des idées, par exemple, c'est un autre exemple d'école, si on peut l'appeler ça école alternative. Je sais que quelqu'un d'entre vous la fréquente. Et cette université Unidée est née à Biella, alors ça s'appelle la Città dell'Arte. Il s'agit d'un programme de résidence fondé en 2004, devenu aujourd'hui une plateforme multifacette, un programme éducatif basé sur la recherche interdisciplinaire, le partage des connaissances et l'échange d'expériences, parallèlement à une série de projets de résidence pour les artistes et designers. Elle travaille en synergie avec les académies internationales et les universités publiques en encourageant le processus de pollinisation croisée pour étudier la relation entre l'art et la sphère publique, en se concentrant sur des sujets comme la responsabilité sociale, la transformation urbaine, les pratiques artistiques participatives, les modèles alternatifs de développement économique local, la durabilité et ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, la démocratie.
Bien évidemment, cette sélection n'exclut pas la valeur d'autres modèles éducatifs alternatifs tels ceux de Hades Network Campus à Berlin, le Rural Studio à Auburn, toutes les pédagogies radicales de mon héritage italien, et c'est qu'on vient voir aussi de Paolo Cascone et l'African Faber School, par exemple. En tant qu'éducateur en design, je disais déjà il y a quelques temps, les étudiants adoptent naturellement cette coopération. Ils n'ont pas besoin qu'on lui enseigne. Ils interagissent spontanément, facilement les uns avec les autres, sont très adaptatifs et font face naturellement à la complexité. Dans cette optique, je voulais saluer le talent de mes collègues enseignants qui ont participé, donc j'espère qu'il y a quelques-uns d'entre vous, au concours dont j'ai eu l'honneur de présider le jury, les nouveaux objets pédagogiques, et qui ont été capables de nourrir leurs connaissances avec d'autres disciplines, de renforcer leur approche holistique naturelle de la société et de stimuler par les 80 projets proposés concernant 30 programmes des masters internationaux leur capacité d'observation. Ce n'est qu'en favorisant cette nouvelle écologie des pratiques que les designers de demain deviendront des facilitateurs et des traducteurs attentifs de ce qu'on appelle, qui appelait donc Illich l'intelligence du contexte, capables d'embrasser la différence, gérer les ressources de manière plus responsable et générer de nouvelles formes d'hospitalité. Une école de design est et doit rester un laboratoire des possibles, en invitant aussi tous les gens qui sont là. J'aurais vraiment beaucoup d'intérêt de voir comment toutes ces différentes disciplines qu'on a pu voir aujourd'hui peuvent aussi s'écroisent naturellement et peuvent aussi co-créer des nouveaux modèles ensemble, donc entre architecture, art performatif. Donc un laboratoire des possibles où les étudiants et les professeurs sont réciproquement et respectueusement ouverts au dialogue et à la discussion dans un parcours pédagogique expérimental. Les projets qu'on a sélectionnés montrent l'importance de cette pluralité des dialogues. On y tenait avec Giovanna. Et on a décidé d'identifier 6 champs conceptuels dans lesquels les jeunes générations de demain devront agir. Les artefacts exposés dans les 6 espaces sont de nature très différentes et montrent des différentes relations que les élèves proposent à leurs utilisateurs en jouant avec les normes et la liberté dans des contextes privés ou publics. Donc les 6 espaces qu'on a fait, le premier c'est transmettre avec une sélection d'objets, d'outils ou de systèmes de recherche, reflétant notre besoin de questionner le potentiel, les valeurs et les limites de la transmission. En particulier la transmission du patrimoine culturel et naturel de l'humanité dans une époque qui commence à intégrer, en la questionnant bien évidemment aussi l'intelligence artificielle. Deuxième catégorie qu'on a co-créée aussi, c'est produire. Bien évidemment, on ne peut pas échapper de réflexion sur les nouvelles formes de production. Production d'objets, d'outils ou de systèmes qui questionnent les méthodes de production d'aujourd'hui et de demain, leur économie et leur impact à l'échelle locale et globale. Une autre catégorie qu'on a traitée, c'est apprendre, une sélection d'objets, d'outils et des systèmes pédagogiques exprimant notre besoin durable de transmettre aux générations futures les clés pour mieux comprendre nos connaissances matérielles, immatérielles et environnementales communes à l'époque du deep learning. Partager, c'est une autre catégorie, une sélection d'objets, d'outils et de systèmes montrant notre besoin de définir, cartographier et nommer les ressources à partager. Le comment devient aussi important que le quoi. Mieux vivre ensemble. Sélection d'objets, d'outils et de systèmes qui, dans un processus de co-création, révèlent les valeurs cachées et mobilisent ainsi des ressources locales jusqu'aujourd'hui inexplorées. Contempler. Une sélection d'objets, d'outils et de systèmes qui nous aident à comprendre, par la contemplation et l'abstraction, les interdépendances entre systèmes vivants et non vivants. J'ai presque terminé, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on voudrait aussi avoir un espace débat. Hein, donc, oui. Et il y a encore Monica qui... Ça va. Je voudrais à nouveau féliciter le projet qu'on a primé hier d'Alessandra Saporita d'Abodir Academy, à qui on attribuait le prix international au projet Create, un projet d'inclusion sociale par le design qu'on espère sera capable de générer des opportunités d'emploi, capable de valoriser le talent et les savoir-faire des migrants dans un contexte politique décidément hostile, spécialement en Italie.
Je suis convaincue que la culture et la créativité peuvent construire des résonances puissantes pour envisager des moyens créatifs de traiter les phénomènes conflictuels et leur résolution. Aujourd'hui, les pays occidentaux vivent une situation que beaucoup de politiciens considèrent comme critique parce qu'elle échappe à leur contrôle, parce qu'elle les pousse hors de leur zone de confort. La crise migratoire d'aujourd'hui n'est en fait pas une crise, mais un flux réglementaire qui s'intensifie rapidement en raison de la mobilité croissante des personnes, des guerres et des situations politiques et économiques et fragiles, notamment dans les pays du Sud, comme Paul aussi nous a dit. Ce flux continuera d'augmenter dans les années à venir et la société dans son ensemble doit intégrer cette situation en constante évolution et trouver les moyens de transformer ces données démographiques en facteurs de richesse. Et j'ajouterai des richesses collectives au bien commun, comme Agnès Sirota nous vient de dire. Les objets qu'on sera capable de co-créer deviendront des outils de médiation et de compréhension du monde, capables de contribuer à une histoire plurielle, à la construction peut-être d'un archive vivant, comme nous disait Paolo Gastone, tissé d'histoire et dont la beauté et la richesse sont infinies, ou open-ended, comme nous ont dit Francesco Stuzzi ou Nick Barton. Ils constitueront la base d'une histoire future, une histoire d'un design sans frontières, où les objets sont poreux, faits de couches successives et où l'apport de chacun devient fertile et contribue à écrire l'histoire de ces mondes qui se créolisent. Merci beaucoup.